Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment avec Godot faire un jeu qu'on appelle les top-down shooters. Donc en fait c'est un jeu en vue de dessus où on va pouvoir tirer sur des ennemis et je vais vous accompagner donc sur la création de ce type de jeu. En fait je vais passer sur les bases grâce au moteur Godot donc qui va nous permettre de pouvoir gérer pas mal de choses comme les collisions, les déplacements, la gestion des contrôles. Si jamais vous êtes intéressé sur apprendre les bases de Godot, j'ai fait une autre vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien en haut de cette vidéo. Et donc entrons dans le vif du sujet et commençons notre développement. Donc quand on lance notre projet pour la première fois dans Godot, on arrive sur cette fenêtre. Nous on va faire un projet en 2D. Donc ce qu'on va faire c'est on va juste cliquer en haut sur le petit bouton 2D pour arriver sur la fenêtre de scène 2D. Alors il y a quelques éléments qui sont intéressants sur l'interface de Godot. Le premier c'est la description de scène. Donc c'est ici qu'on va avoir tout ce qu'on appelle les nœuds. Donc les nœuds c'est en fait tous les éléments qui sont présents dans un jeu fait avec le moteur Godot. Donc ça peut être le fond, l'image de fond, ça peut être le personnage, ça peut être des ennemis, ça peut être aussi les projectiles, un petit peu en fait tout ce qui va être présent dans le jeu, que ce soit des éléments visuels ou pas d'ailleurs, hein, nos éléments sonores vont aussi se retrouver dans cet inspecteur de scène, vont être ici et on va faire ensemble, on va les remplir petit à petit. En dessous on a le système de fichiers, donc c'est là où on va stocker nos différents fichiers pour Godot, par exemple si on a des fichiers audio ou des fichiers d'images ou alors même les fichiers de nos scènes, c'est ici qu'ils vont être répertoriés. Et à droite on a ce qu'on appelle l'inspecteur, donc c'est là où on va avoir les différentes propriétés des éléments qui sont présents dans nos scènes et qu'on va pouvoir aller modifier, régler pour pouvoir changer par exemple la position, la couleur, la rotation, ce genre d'éléments. Ça se passera de ce côté-ci. Et donc on va commencer tout simplement par créer un premier nœud. On va juste créer une node vide qu'on va appeler world et qu'on va sauvegarder. Donc ça va être la note de base, la scène de base en fait de notre jeu, celle où on va avoir notre niveau quand on va commencer à le construire. Donc on le sauvegarde, hop. Donc ça va nous proposer de le sauvegarder en world.tscn. TSCN c'est le nom d'extension de fichier pour les scènes dans Godot. Donc on l'enregistre et on voit qu'il apparaît en bas à gauche dans notre système de fichiers. Maintenant qu'on a notre monde, on va ajouter un background. Donc pour pouvoir faire ça, on va aller dans les nodes 2D plutôt que d'aller fouiller sur les nodes une à une. On va même taper le nom ici. Donc on va chercher nous un sprite 2D. Donc qui va nous permettre de afficher une image tout simplement dans notre scène de Godot. Alors le sprite 2D il a plusieurs attributs, notamment une texture. Et donc nous on va vouloir aller lui ajouter une texture. Pour pouvoir faire ça, il faut dans un premier temps avoir une texture qui est importée dans notre système de fichiers. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi de mon côté j'ai déjà préparé une texture, c'est simplement un carré blanc. Donc vous pouvez avoir vous l'image que vous voulez, ça peut être votre image de votre personnage. Pour cette vidéo je vais garder les choses simples avec juste des carrés de couleurs, histoire d'avoir le principe qui est présent pour que derrière vous puissiez vous aller choisir les images que vous voulez, les personnages que vous voulez. Et donc, une fois qu'on a importé en glissant notre image dans le système de fichiers, on va pouvoir aller glisser notre image dans la texture, là où c'est écrit vide, et relâcher. Et donc ça nous a ajouté notre image directement dans la scène, puisque le sprite 2D était présent à cet endroit. Alors on va juste faire un petit truc pour organiser, on va l'appeler background. Hop, comme ça au moins on peut reconnaître nos différents nœuds qui sont présents dans la scène et ça nous permet de nous repérer plus facilement. Donc là maintenant on a notre image de background, alors c'est pour le moment un simple carré, mais on peut très facilement le redimensionner pour faire en sorte qu'il fasse la taille de toute notre scène. Hop. Voilà, là on a un carré un petit peu plus grand. Quand on lance en appuyant en haut à droite, Godot va nous demander de définir la scène principale. Donc on va dire oui, le dossier actuel, en fait ça va sélectionner la scène actuelle. Et donc on voit, voilà, on a un écran blanc pour le moment puisqu'on a rien ajouté de plus qu'une image de fond.
mais on a déjà voilà, notre jeu qui peut se lancer. Et donc vous allez voir, hein, de manière générale, quand vous faites du développement, ça se passe souvent comme ça, par petites étapes. On ajoute une première node, on la sauvegarde, on ajoute un background, on teste, on vérifie si ça marche bien, si l'affichage est bon, et etc., etc. Après on va ajouter un personnage, puis un niveau, et donc on va à chaque fois tester, même si c'est des petites étapes, c'est important de le faire. De notre côté, le background blanc, c'est un petit peu difficile à regarder. Donc ce qu'on peut faire, le sprite 2D a une propriété qui est la visibility. Et en fait, à l'intérieur, on va pouvoir, grâce au self-modulate ou même au modulate, pouvoir modifier sa couleur. Donc ici, nous, on veut aller chercher une couleur un peu moins violente pour les yeux, j'ai envie de dire. Donc on va prendre par exemple du bleu un peu clair. Et on va pouvoir modifier la couleur de fond de notre niveau. Donc voilà, on a un bleu, une couleur un peu moins agressive, j'ai envie de dire. Et si on teste, hop, qu'on relance, on voit que on a bien notre fenêtre qui apparaît avec notre nouvelle couleur. Donc ça, c'est vraiment juste la base. C'est les petites choses que vous pouvez faire avec les sprites 2D. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter notre personnage dans la scène de notre jeu. Donc pour faire ça, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va faire clic droit sur notre monde, ajouter un nœud enfant, et ici on va aller chercher un type de node assez particulier, c'est le character body 2D. Qui va en fait nous permettre d'avoir des contrôles associés, qui gèrent déjà la physique 2D, qui gère tout un tas de choses pour nous. Et c'est en général ce qui est utilisé dans Godot pour pouvoir créer des personnages. Hop. Donc on l'ajoute et ici Godot nous dit qu'il y a il y a un petit panneau attention, simplement parce que le character body 2D, dans Godot, il a besoin qu'on lui ajoute un système de collision, qu'on lui ajoute des choses pour pouvoir interagir avec les autres objets. Donc on va le faire tout de suite, on va construire notre personnage ensemble. Donc on va aussi lui ajouter un sprite et donc comme je le disais, un collision shape 2D. Et en fait c'est le collision shape 2D qui va nous permettre de gérer la collision. Donc là, comme tout à l'heure, on a notre caractère body 2D, le sprite 2D, le collision shape. Le sprite 2D n'a toujours pas d'image, donc on va utiliser la même. Cette fois-ci, on va la laisser en tant que carré blanc. Bah voilà, si on zoome, on voit que notre personnage, il est là. Et la collision shape, on va devoir la paramétrer aussi. Alors ici, c'est pas quelque chose qu'on va aller récupérer dans notre système de fichiers. On pourrait, mais en l'occurrence, on va le faire à la main. On va cliquer sur vide, et ça va nous afficher ce petit menu dans lequel on va pouvoir sélectionner nouveau rectangle shape 2D, donc parce que là en l'occurrence notre personnage ce sera un carré, mais pour vous, vous pourrez choisir une forme plus adaptée si vous voulez. Et donc ce qu'on fait nous de notre côté, c'est on va juste redimensionner le petit carré pour faire en sorte qu'il colle un peu mieux à la taille de notre sprite 2D qui est juste en dessous. Et donc là, si on teste, hop, on voit que voilà, on a notre petit carré qui est apparu en haut à gauche de l'écran, simplement parce que la fenêtre de la scène, alors en l'occurrence là ça se voit pas très bien avec la couleur que j'ai choisie, mais ici on a un petit bordereau bleu qui détermine la limite de la scène. Donc en fait c'est la limite de notre fenêtre qui apparaît quand on lance le projet, et donc on voit que le personnage est ici. Si je veux le déplacer, bah, je pourrais le faire en modifiant simplement par exemple le transform ici, et que je le mets en 500 par 500. Hop, on voit que notre personnage il est décalé ici. Quand je le lance, hop, on voit le petit carré qui s'est mis au bon endroit dans la fenêtre. Et donc maintenant la prochaine étape qu'on va faire, c'est ce caractère body 2D, ça va être notre personnage, donc on va l'appeler player tout simplement. Et l'idée c'est que on voudrait qu'il soit un petit peu plus indépendant, qu'on puisse le prendre, le mettre à part et en faire une scène à part. Donc ce qu'on va faire, c'est sauvegarder la branche comme une scène, et ça va nous permettre d'extraire le player avec son sprite 2D, son collision shape 2D dans une autre scène qu'on va pouvoir aller modifier indépendamment de cette scène là. Là c'est pas très pratique en soi, parce que si je veux déplacer mon player, je peux pas, parce que quand je le sélectionne ça va sélectionner son collision shape, quand je sélectionne en dessous ça va sélectionner le sprite 2D. Notre player, si on regarde, en fait sa position elle est toujours ici,
puisqu'en fait les éléments qui sont à l'intérieur sont indépendants en fin de compte de l'élément qui le contient. Donc pour pouvoir pallier à ça et avoir qu'un seul élément qu'on peut modifier et déplacer surtout grâce voilà, au clic de la souris, on va aller sauvegarder la branche comme une scène. Donc quand on fait ça, il nous demande comment on veut appeler notre scène. Donc pareil, ici on va laisser player puisque c'est comme ça qu'on l'a déterminé. Et vous voyez qu'elle sera enregistrée à côté de notre scène monde. Donc on enregistre, hop. Et ensuite quand on appuie sur ce petit bouton, ouvrir dans l'éditeur, ça nous ouvre la scène avec notre player. Donc avec que notre player pour le coup. Et donc ici on retrouve bien notre sprite 2D, notre collision shape 2D, notre player qui sont là. Donc si on remet tout à 0, hop, pour pouvoir faire les modifications, on a bien notre player qui est ici. Et en fait, quand on sauvegarde des deux côtés, ici, maintenant quand je veux déplacer, eh ben, je vois que ça déplace tous les éléments de player et pas juste l'élément qui est sous le clic de la souris. Maintenant la prochaine étape, ça va être d'ajouter les contrôles pour ce player, faire en sorte qu'on puisse le déplacer. Donc ce qu'on veut faire nous, c'est aller dans notre scène player et ici cliquer sur ce petit bouton qui dit attacher un nouveau script ou un script existant en ayant sélectionné player. Hop, quand on fait ça, ça va nous ouvrir cette fenêtre qui va nous proposer de choisir le langage. Là en l'occurrence on va choisir GDScript, c'est le langage par défaut pour Godot. Ça hérite de Character Body 2D puisque c'est le type qu'on a utilisé. Et ici on va laisser le modèle par défaut, donc c'est Character Body 2D Basic Movement. Simplement Godot a détecté que c'était un Character Body 2D, donc il nous met ce modèle par défaut. Ça va nous ajouter du code au début dans le script et on va pouvoir s'en servir. Et ici c'est le chemin en fait de où sera enregistré notre fichier de script. Donc on clique sur créer et ça nous ouvre la petite fenêtre de code avec le code qui est préécrit en fait pour nous par Godot. Donc ça c'était le modèle qu'on a choisi tout à l'heure qui contient ces lignes de code et qu'on va nous aller modifier pour faire en sorte que ça colle à nos besoins. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs éléments qui sont déjà présents. Typiquement, ce code va nous permettre de gérer la vitesse du personnage, la distance de saut, la vitesse de saut plutôt, la gravité, ce genre de choses. Nous, dans notre jeu, on va pas spécialement gérer de gravité ou de saut. On veut juste, pour le moment, gérer des déplacements. Donc c'est cette partie-là du code qui va nous intéresser. Puisque on voit que voilà, ça récupère des inputs pour le left and right, donc la gauche et la droite, et en fonction de ce qui a été récupéré, on va aller modifier la vitesse sur l'axe des X, donc pour pouvoir déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est on va nettoyer un petit peu le code. Ok, donc maintenant qu'on a retiré ces éléments là, on va juste aller modifier notre UI left et UI right, parce qu'en fait ça c'est des éléments qui à la base ne sont pas faits ne sont pas prévus pour gérer les déplacements de joueurs, et on va aller créer nos propres éléments de contrôle. Pour pouvoir faire ça, c'est très simple. On va dans projet, paramètres du projet, et ici on a une petite section qui s'appelle contrôle. On va dedans et dans cette fenêtre, ici on voit que pour le moment il n'y a aucune action qui est paramétrée, mais on va pouvoir ajouter nos propres actions. Par exemple left, right, top, down, pour gauche, droite, haut et bas. Et avec le petit plus qui est là à droite, on va pouvoir ajouter les contrôles qu'on veut pour notre jeu. Donc typiquement pour left, on voudrait utiliser la lettre Q du clavier. Pour le right, on peut utiliser la lettre D. Pour le top, le Z. Et pour le down, le S. Et c'est comme ça qu'on va avoir les contrôles en ZQSD qu'on connaît sur la plupart des jeux. Alors vous voyez qu'ici ça les a traduits en WASD. C'est normal, c'est par rapport au clavier en QWERTY. En France, on a des claviers AZERTY, ce sera pris quoi qu'il arrive correctement par le moteur Godot.
De la même manière, si vous voulez utiliser autre chose qu'un clavier, on peut aussi ici configurer ces éléments tout aussi facilement en fait que d'appuyer une touche sur le clavier. Si par exemple vous avez une manette et que vous voulez faire en sorte que votre jeu puisse gérer les déplacements avec la manette, vous allez pareil ajouter un événement, donc la petite croix, le petit plus qui est juste à côté. Et quand vous êtes dans écoute des entrées en cours, sur votre manette, vous allez simplement soit appuyer sur la flèche que vous voulez paramétrer, soit orienter le stick qui vous intéresse dans la direction qui vous intéresse. Et là, vous voyez que Godot détecte que je déplace mon stick gauche en direction du haut, en direction de la gauche, du bas, de la droite, etc. Et donc vous, dans votre jeu, vous allez pouvoir aussi configurer, si vous le souhaitez, la manette, si ça vous intéresse. Nous, on va garder les choses assez simples pour le moment, et on va juste rester avec les touches du clavier, ça nous suffira pour aujourd'hui. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller modifier notre code pour prendre en paramètre ces modifications qu'on a fait et avoir des déplacements qui nous intéressent. Donc voilà, ici dans notre code, on avait le getAxis UI left, UI right. Ce qu'on va faire, c'est nous, on a créé des nouveaux éléments, donc on va avoir left et right à la place de UI left and right. Et ce qu'on va faire, c'est on va aussi rajouter quelques petites lignes pour gérer les déplacements de haut en bas. Donc pour ça, on va juste refaire la même ligne qui est au-dessus. getAxis. getAxis qui est une fonction qui, quand on lui donne deux contrôles, va aller nous dire voilà, si le premier a été activé ou si le deuxième a été activé, et nous permettre en fait d'utiliser ça pour faire nos déplacements. Et quand vous utilisez la fonction getAxis, c'est très important d'utiliser exactement les mêmes noms que ce que vous aviez renseigné dans votre projet, dans vos paramètres de projet pour les contrôles, simplement parce que c'est ça que le moteur va aller chercher. Quand vous faites appel à la fonction getAxis, que vous lui donnez ces paramètres là, le moteur va aller lire justement ces paramètres et aller chercher à quoi ils correspondent dans les configurations. Et donc ici, plutôt que de taper tout le reste, on va juste copier-coller cette partie là, hop, et modifier, puisque là on veut pas se déplacer sur l'axe des X, on veut se déplacer sur l'axe des Y. Et donc là, si on teste, hop, normalement on devrait avoir voilà, notre petit carré qui se déplace. Donc quand j'appuie sur S, il se déplace vers le bas, sur Z, il se déplace vers le haut, sur la lettre Q, il se déplace vers la gauche, et sur D, il se déplace vers la droite. Ok, donc là on a notre base pour les déplacements. Maintenant, on voudrait aussi faire en sorte que le personnage il se tourne pour viser là où il y a le curseur de la souris. Simplement, dans un top-down shooter, c'est ça le but de ce qu'on est en train de faire. En général, notre personnage va se tourner et cibler là où on a le curseur de la souris. Et donc, pour pouvoir faire ça, c'est vraiment tout bête. Dans Godot, il y a une fonction qui est prévue pour faire ça. C'est la fonction lookat. Donc quand on fait appel à la fonction lookat, on doit lui donner un point et ça va dire voilà à quel endroit, quelle est la rotation que l'objet sur lequel est attaché le script va devoir appliquer par rapport au point qui lui est donné en paramètre. Donc là typiquement nous on veut récupérer la position de la souris. Donc on va utiliser la fonction get global mouse position. Et on lui donne ça en paramètre. Et donc là, typiquement, le lookat, il va aller tourner notre player, puisque c'est lui qui a le script qui est attaché, pour se diriger vers le global mouse position, donc en fait la position du curseur de la souris. Et donc si on teste, hop, on voit que notre petit carré, il se retourne pour toujours faire face au curseur de la souris. Et si on se déplace, voilà, on peut se déplacer autour et il restera toujours verrouillé, on va dire, sur le curseur de la souris. Donc maintenant qu'on a le personnage qui s'oriente correctement, nous on va vouloir pouvoir tirer avec ce personnage. Donc pour pouvoir tirer, il nous faut un projectile. Donc ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur ce petit plus ici, ça va faire ajouter une nouvelle scène. Ça va nous permettre de créer en fait une scène vierge dans laquelle on va pouvoir
créer notre projectile. Donc on va ajouter un nœud. Ce nœud, ce sera une area 2D et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que l'area 2D en fait va nous permettre de contenir différents éléments qui vont nous permettre de vérifier s'il y a eu une collision avec l'élément ou pas. Donc c'est la base, on voit qu'il y a un petit panneau attention de la même manière, voilà, il a besoin d'une collision, d'une forme pour pouvoir fonctionner correctement. Donc on va de la même manière qu'on a fait pour le personnage, lui rajouter différents éléments, donc un sprite 2D parce qu'on veut pouvoir voir notre projectile, et une collision shape parce qu'on veut qu'il y ait en fin de compte une collision avec notre élément. Donc sprite 2D, on va encore une fois utiliser notre sprite blanc. Alors cette fois-ci on va le redimensionner un petit peu pour qu'il ait la forme d'une balle comme quand on va tirer en fait. Voilà. Et notre collision shape, de la même manière que tout à l'heure, ce sera un rectangle shape et on fait en sorte que il ait la même taille et la même forme que notre balle. Et ici, plutôt que de laisser area 2D, on va l'appeler bullet, comme ça on s'en rappellera, et on va sauvegarder notre scène à côté des autres. Et donc maintenant qu'on a créé la base de notre bullet, donc de notre projectile, de la même manière qu'on a fait pour le personnage, on va aller coder son fonctionnement. Donc là, c'est pas un caractère 2D, donc il nous propose pas le modèle par défaut. On va prendre ce qu'il nous donne par défaut. Donc vous voyez, ça c'est le code de base que Godot nous fournit quand on n'a rien spécifié. Nous, on va pas avoir besoin de la fonction ready. Et la fonction process, on va avoir besoin de la fonction process, mais d'une variante en fait de cette fonction. C'est la fonction physique process. Qui a un fonctionnement très très similaire mais qui est utilisé pour les calculs avec, où il y a des collisions, les changements de vitesse, ce genre de choses. Et donc dans ce script, ce qu'on va faire c'est coder le déplacement de notre projectile. Donc notre projectile pour se déplacer il a besoin de plusieurs choses. La première c'est une vitesse, donc on va déclarer une variable speed qu'on va mettre à 2000. Et la deuxième c'est une direction, donc une variable direction pour laquelle on va lui donner une valeur de base de vector2.right qui en fait va juste déterminer que voilà, la direction par défaut du projectile c'est vers la droite. Nous de toute façon on va aller le modifier après dans notre code de notre personnage pour que ça aille dans la bonne direction. Mais là pour tester au début on va le laisser comme ça. Et donc on va aller utiliser ces variables dans notre code. Donc on va s'en servir pour par exemple avoir la vélocité qui va être en fait notre direction multipliée par la vitesse d'une boulette et on prend en compte le delta que Godot nous fournit pour pouvoir avoir un déplacement un peu plus fluide. Et enfin global position, donc c'est la position de notre boulette, on va la modifier pour faire en sorte que la global position soit égale à elle-même plus la vélocité qu'on vient de calculer. Et donc rien que ça, ces deux petites lignes de code, ça va nous permettre de déplacer notre projectile. Mais pour pouvoir le déplacer, il faut déjà qu'il soit instancié et qu'il existe dans le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est dans notre player, on va aller ajouter un petit peu plus de code.
Donc voilà, j'ai rajouté quelques petites lignes de code dans notre player. L'idée c'est que maintenant on va avoir plusieurs choses qui vont nous permettre de pouvoir tirer. Donc premièrement, ce que j'ai fait c'est ajouter une variable bullet dans notre player pour que le player puisse avoir une référence à la scène bullet qu'on vient de créer, qui va lui permettre après de pouvoir instancier, donc créer des balles quand on va cliquer sur le bouton de la souris, le clic gauche. Donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir instancier une scène dans une autre scène, il faut la preload et aller chercher le chemin de la scène en question. Ici c'est à la racine la scène qui s'appelle bullet.tscn. Ensuite, dans l'ordre, j'ai rajouté ça, et on va aller le configurer ensemble juste après. Cette petite ligne, donc if input.isActionJustPressed attack, ça va nous permettre d'aller détecter si quelqu'un a appuyé, donc a cliqué sur une touche ou sur le clic de la souris. Et ici on va dire quelle action. Donc de la même manière qu'on avait ici le getAxis, puisque nous c'était des axes de déplacement, on voulait gauche, droite, haut, bas. Ici on veut juste vérifier que l'action a été activée. Et on va aller la configurer dans l'éditeur juste après que j'ai expliqué cette partie du code. Et enfin j'ai ajouté une fonction fire qui va aller créer une nouvelle instance de la scène qu'on a préloadée. Donc pour pouvoir faire ça on va utiliser le nom de notre variable .instantiate. Donc dans les précédentes versions de Godot c'était .instance, donc ça a changé dans Godot 4, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Et ensuite on va aller configurer sa position, sa rotation et sa direction. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va configurer la direction de cette manière là. Et enfin, cette partie là qui s'enchaîne, qui fait des enchaînements d'appels à get quelque chose, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter notre bullet à notre scène au moment de l'exécution. Donc ce qu'on fait c'est un get tree. Le get tree c'est tout simple, ça va nous permettre de récupérer l'arborescence en fait des éléments dans la scène, des nœuds qui sont dans la scène. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la route, donc c'est la racine, c'est le node le plus haut, et lui ajouter un enfant, donc add child, lui ajouter une nouvelle node qui sera l'instance qu'on vient de créer de la boulette. Et donc ça va aller nous ajouter, quand on va cliquer et qu'on va appeler la fonction fire, ça va aller nous ajouter cette boulette. Et donc comme je vous disais, je vais aller configurer maintenant le clic de la souris. Donc de la même manière que ce qu'on avait fait pour les autres, on va dans paramètres du projet contrôle, et ici on va ajouter une action qu'on va appeler attaque, et sur laquelle on va aller définir le clic gauche, voilà, bouton de souris gauche. Quand on clique gauche ça le détecte automatiquement. On fait OK, et là c'est bon, notre clic gauche est paramétré. Et donc si là on teste, hop, on voit on peut toujours se déplacer correctement. Et quand je fais clic gauche, hop, on a un petit projectile qui apparaît et qui se déplace dans la direction donnée. Et on peut cliquer, aussi vite qu'on clique, ça tirera. Si on reste appuyé, on remarque que ça ne tire pas en continu. Ça, c'est parce qu'on a utilisé la fonction isActionJustPressed. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la fonction isActionPressed qui va juste détecter est-ce qu'on a appuyé. Et dans ce cas-là, si on maintient, cette fonction continue de répondre oui quand on lui dit est-ce que cette action est appuyée. Tandis que le JustPress, c'est vraiment pour détecter un clic ponctuel. Maintenant qu'on a notre personnage qui tire, on va lui donner des cibles. On va créer des ennemis pour notre jeu et avoir ce qu'il faut dans ces ennemis pour qu'ils puissent se déplacer et qu'ils se dirigent en direction du joueur. Donc qu'ils viennent pourchasser le joueur pour que derrière le joueur puisse essayer de les éviter et leur tirer dessus. Donc pour pouvoir faire ça, on va faire comme d'habitude, on va créer une nouvelle scène. On va ajouter un nouveau nœud. Les ennemis c'est en fin de compte des personnages, donc on va utiliser le caractère body 2D sur lequel on va aller ajouter des éléments très similaires en fin de compte à ce qu'on a fait pour notre personnage, joueur. Donc on va lui rajouter un sprite, on va lui rajouter une collision sur laquelle on va configurer la texture. Donc pareil, on va réutiliser notre carré blanc. Cette fois les ennemis on va les mettre dans une couleur d'ennemis, on va les mettre en rouge. Hop.
Donc voilà, on a nos ennemis qui sont des carrés rouges et notre collision shape qui, comme d'habitude, devra faire la même taille. Hop. On l'appelle ennemi et on l'enregistre. Et notre ennemi, on va, comme pour notre joueur, lui ajouter un script. Donc ici on va aller de la même manière que pour joueur, prendre la même fonction, faire créer. Et ici on va aller nettoyer un petit peu le code, puisqu'il y a pas mal de choses dont on n'aura pas besoin. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai retiré une grosse partie du code, puisqu'en fin de compte, vu que c'est un ennemi, on ne veut pas spécialement le contrôler avec les actions qu'on a définies dans notre configuration du projet. On veut qu'il se déplace tout seul. Et on veut qu'il se déplace tout seul en direction du joueur. Donc pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de chercher la node player qui sera dans notre monde. Donc de la même manière, ou plutôt d'une manière similaire à ce qu'on a fait pour instancier une nouvelle balle, on va aller utiliser les fonctions de Godot pour aller trouver notre player. Donc pour pouvoir faire ça, on va créer une variable player dans laquelle on va utiliser getParent et getNode player. Donc pour expliquer un petit peu, getParent ça va aller récupérer la node parent de ennemi. Alors là en l'occurrence ennemi il est à la racine, hein, c'est lui la seule node. Mais dans notre monde on va aller ajouter des ennemis. Donc getParent va aller nous récupérer le world qui va ensuite nous permettre de pouvoir accéder au player qui est juste en dessous. Puisqu'en fait le player et le ennemi seront au même niveau de profondeur dans l'arbre des nœuds. Et donc ces fonctions-là vont nous permettre de pouvoir aller chercher les différentes nodes qui sont présentes dans l'arbre des nœuds. Une fois qu'on a ça, on va aller changer la position de notre élément, notre ennemi. Donc le plus égal, c'est juste pour dire, voilà, position est égale à position plus quelque chose. Et donc ce quelque chose, ce sera la position de notre joueur, moins la position actuelle. Et on va diviser ça par 50 pour qu'il ralentisse au fur et à mesure. Qu'il aille vite, plus il est loin, et qu'il ralentisse au fur et à mesure. Et de la même manière qu'on a fait pour notre joueur, pour l'orienter, là on va orienter notre ennemi vers la direction, la position du joueur. Et donc voilà, là théoriquement, si on ajoute notre ennemi à notre monde, on va aller en ajouter un tout de suite. Hop. Donc ici on prend notre scène ennemie, on la glisse dans notre world. On voit que ça a ajouté le petit carré rouge ici. Et si je lance, on voit que voilà, il y a un petit carré rouge qui me suit. Alors pour le moment il se passe rien, ils entrent juste en collision. Je peux tirer, il va pas mourir pour le moment, on va aller ajouter ça juste après. Mais on a le fonctionnement de base de notre ennemi qui vient nous pourchasser. Et donc maintenant ce qu'on va vouloir ajouter, c'est le fonctionnement de l'ennemi qui va aller attaquer notre joueur. Donc pour ça, ça va être très simple, hein. On va juste faire en sorte que quand l'ennemi entre en collision avec notre joueur, qu'il y ait un rechargement de la scène. Donc on relance le niveau si jamais on est rentré en collision avec un ennemi. Pour pouvoir faire ça, on va simplement aller dans notre scène de joueur, dans le script, et on va aller rajouter une petite fonction. Fonction qu'on va appeler kill. On va utiliser la fonction getTree qui va nous permettre de récupérer la scène actuelle et on va aller recharger la scène actuelle. Donc grâce à la fonction reload current scene. Et c'est cette fonction kill qu'on va utiliser et qui va être appelée au moment où on a la collision avec un ennemi. Et donc pour pouvoir faire en sorte d'avoir cette collision qui se gère correctement, ce qu'on va faire nous c'est aller ajouter une nouvelle node. Donc cette node ce sera une area 2D et en fait c'est cette area 2D qui va nous permettre de détecter l'entrée ou la sortie d'éléments avec notre élément player. Donc pour pouvoir utiliser une area 2D on va avoir besoin d'une collision shape. Donc on va lui donner une forme. Donc sur la collision shape, de la même manière qu'on avait fait pour la boulette,
On va aller lui donner une forme rectangulaire, hein, puisque c'est toujours un carré notre personnage. Et dans les nœuds, en l'occurrence le nœud de l'area 2D, on va aller avoir les différentes fonctions qu'on peut utiliser grâce à notre area 2D qui est contenu dans le player. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est Body Entered, qui va nous permettre, en fait, qui va être appelé au moment où il y a un autre corps, un autre élément de collision, qui va rentrer en collision avec le joueur. Et du coup, à ce moment-là, on va pouvoir aller vérifier quel est cet élément, et si cet élément c'est un ennemi, et dans ce cas-là, on fera le fonctionnement qu'on veut. Donc quand on clique sur Body Entered, on double-clique dessus, on va pouvoir sélectionner à quel élément on veut rattacher cette fonction. Donc c'est ça qui nous dit, hein, connecter un signal à une méthode. Donc ça va nous permettre, quand on fait connecter, de l'ajouter à notre script du player. On voit qu'elle a été ajoutée juste là en bas. Et on retire le code qui est de base et on va tout simplement rajouter notre petite fonction, donc if enemy in body.name. Body, c'est la variable qui est contenue, qui contient l'autre élément qui est rentré en collision avec notre player. Dans ce cas-là, on va recharger la scène, on va faire appel à la fonction kill. Et donc là, l'idée c'est que on détermine, voilà, si dans le nom de l'élément qui nous est rentré dedans, il y a le mot ennemi, et dans ce cas-là, on recharge la scène, on considère qu'on l'a perdu. Donc si on teste, on voit que voilà, l'ennemi nous pourchasse et hop, dès qu'on entre en collision avec, pouf, la scène est rechargée comme ce qu'on avait prévu. Et donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que quand on tire sur l'ennemi, l'ennemi disparaît. Donc pour pouvoir faire ça, on va plutôt rajouter quelques petits éléments dans le code de notre boulette. Notre boulette est déjà une area 2D, donc on va détecter s'il y a quelque chose qui est rentré en collision avec la bulette. Donc même principe, on utilise le body entered de notre area 2D de la bulette. On le connecte à notre élément et là on a notre fonction qui a été ajoutée. Donc on va cette fois-ci aller détecter si le body est un ennemi. Donc if body.name est égal à ennemi, c'est une autre manière d'écrire ce que j'avais écrit dans le player. En soi là on veut on est plus strict dans la boulette, on veut que ce soit vraiment spécifiquement quelque chose qui s'appelle ennemi et pas ennemi avec autre chose dans le nom. Et donc si c'est un ennemi, on va aller appeler la fonction kill de l'ennemi, et sinon si c'est quoi que ce soit d'autre que le joueur, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de détection qui soit de collision qui soit détectée avec le joueur, on va juste dire que la boulette va se supprimer elle-même, et donc on fera appel à la fonction q_free qui va aller libérer en fait la mémoire de la boulette, ajouter en fait la boulette à la liste des éléments qui vont être supprimés à la fin du déroulement de la frame actuelle, donc du tour de boucle de jeu actuel. Donc cette fonction queueFree, on va s'en servir aussi de la même manière dans le script de enemy pour pouvoir tuer l'ennemi au moment où on lui tire dessus. Et donc voilà, on a récupéré le nom de l'ennemi, on a vérifié si c'était le cas, qu'on rentrait en collision avec un ennemi, et si c'est le cas, on va appeler sa fonction kill. Là, en l'occurrence, on n'a pas encore ajouté de fonction kill dans l'ennemi, donc on va aller le faire tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est cette fonction qui va nous permettre de supprimer un ennemi quand il entre en collision avec un de nos projectiles. Donc on va juste tout simplement faire appel à la fonction q_free dans la fonction kill de notre ennemi. Et donc quand la boulette va rentrer en collision, théoriquement l'ennemi va disparaître. Donc là si on teste, hop, on voit que on a tiré dessus et il a disparu. Donc ce qu'on peut faire en plus, là on voit que la boulette elle traverse l'ennemi même si elle est rentrée en collision avec. Donc on va détruire la boulette si jamais elle est rentrée en collision avec qui que ce soit. Et donc là la dernière étape ça va être d'aller créer notre niveau.
Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, je vais faire ça avec une tile map. J'ai déjà fait une vidéo sur les bases de Godot où j'explique ce que c'est qu'une tile map et comment la mettre en place. Là je vais utiliser une tile map très basique hein, avec juste quelques couleurs, histoire d'avoir une structure simple mais qui fonctionne pour ce qu'on a envie de faire. Donc j'ajoute un tileset. À ce tileset, je lui ajoute la tilemap que j'ai réalisée juste avant. Et je vais pouvoir commencer, grâce à la tilemap, à dessiner mon niveau. Donc voilà, là j'ai dessiné mon niveau, je rajoute quelques petits ennemis. Et donc voilà, maintenant que j'ai dessiné mon niveau, on peut le tester. J'ai rajouté quelques petits ennemis histoire d'avoir plusieurs adversaires qui vont essayer de revenir à moi. Pour le moment, ils rentrent pas en collision avec le niveau que j'ai créé, mais au moins les éléments visuels sont présents. Et on se rend compte que voilà, si on tire dessus les ennemis, ils disparaissent pas non plus. Donc on va aller régler ces petits soucis qui ont été ajoutés en fait par la création de ce, euh, de ce niveau. Premièrement, on va faire en sorte que nos tirs viennent attaquer les ennemis et viennent les détruire. Donc ici, le problème vient du fait que voilà, quand on a dupliqué les ennemis, ça a changé leur nom. Ça, ennemi 1, on a ennemi sans nombre, ennemi 2, ennemi 3, ennemi 4. Et dans notre bullet, ce qu'on avait détecté dans notre code, c'était qu'on voulait que ce soit spécifiquement ennemi. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller récupérer la même manière que ce qu'on a fait dans notre player pour vérifier si c'est un ennemi, plutôt que de vérifier si c'est spécifiquement ennemi et rien d'autre. On va aller dire est-ce que le nom de l'objet qui rentre en collision contient le mot ennemi, et dans ce cas là on exécute notre code. Donc là avec ça, si on teste, on tire sur les ennemis, voilà, ils disparaissent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter la collision. On veut faire en sorte que les ennemis, les éléments qui ont des collisions, entrent en collision avec le décor. Donc pour faire ça, on va aller dans notre tileset. On clique sur tileset et sur le menu physics layer, on va tout simplement cliquer sur ajouter un élément. Ça va rajouter un élément de gestion physique à notre tilemap. Et dans l'outil peindre, on va aller sélectionner le calque physique et sélectionner quel élément de notre tileset on veut qu'il y ait des interactions physiques avec. Donc là en l'occurrence on voudrait que ce soit le petit carré noir. Et là on voit tout de suite le résultat, les ennemis rentrent en collision, même moi je rentre en collision avec le niveau que j'ai dessiné. Et même les balles disparaissent et rentrent en collision avec ce niveau là. Et donc on a bientôt fini, mais là ce qu'on va faire, ce qu'on va rajouter, c'est un petit effet de lumière, juste histoire de rendre le jeu un petit peu mieux. Quand vous avez un jeu qui est un peu basique, toujours rajouter des petits effets de lumière, d'ombre, etc. C'est ça qui va faire que votre jeu ressemblera à quelque chose et sera de plus en plus intéressant. Donc là moi j'utilise juste une petite image, une texture de lumière, c'est un petit carré noir avec au centre un petit cercle blanc qui va définir la forme qu'aura la lumière. Donc c'est une image que vous pouvez faire vous-même sur votre outil préféré.
Et on va aller ajouter une point light 2D à notre player. Cette point light elle a besoin d'une texture, donc c'est l'image dont je vous parlais il y a quelques instants. On va l'ajouter. Et juste en ayant fait ça, ça va directement aller nous ajouter une lumière sur notre personnage. Donc si on teste, qu'on lance, on voit tout de suite que le personnage est lumineux et que y a pas de, pour le moment il n'y a pas de gestion d'ombre, mais il y a déjà une gestion de lumière autour de notre personnage. Donc là ce qu'on va faire, ce qu'on va ajouter dans notre tilemap, on va aller dans l'option rendering, occlusion layer, et on va ajouter un élément, donc comme on a fait pour le physics layer. Et en fait le occlusion layer c'est ce qui va permettre de pouvoir dire ces éléments là de la tilemap vont bloquer la lumière. Et donc comme pour le calque physique, on va avoir un calque d'occlusion dans lequel on va pouvoir sélectionner les éléments qui vont bloquer la lumière. Et donc là, si on les sélectionne, dans un premier temps, on n'a pas d'ombre particulière qui s'affiche, mais on va aller activer l'option qui permet de le faire. Cette option, elle est dans le player sur le point light. On a le champ shadow, et on a juste à l'activer. Et là, on a tout de suite les petites ombres qui apparaissent et on a tout de suite une sensation un petit peu plus de profondeur sur notre jeu. C'est en fait en ajoutant des petits détails comme ça qui vont faire que un jeu qui ne paye pas de mine à la base va ressembler à quelque chose, va être plus attrayant visuellement. C'est les petits détails qui font qu'un jeu est de bonne qualité. Et quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire de jolis assets, des belles images, etc., allez jouer sur la lumière, allez jouer sur des petits éléments qui sont propres au moteur, qui sont faits par le moteur. Ça va vraiment vous être utile. Et donc voilà, vous voyez comment en quelques étapes avec Godot on a pu créer un jeu, un début de jeu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.